Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le grand débat de la rédaction. L'actualité vue autrement, en tout cas décortiquée autrement, sur le forum des rédactions. Deux confrères déjà dans ce studio, sur ce plateau pour faire le débat. Nous parlerons de la campagne électorale pour les prochaines communales, les communales du 17 mai, donc du dimanche prochain, la campagne qui prendra fin donc dans pratiquement 48 heures. En tout cas, on a vu un peu comment ça s'est déroulé avec le respect des mesures mises en place contre le Covid-19 et quelques dérapages notés en tout cas au niveau de certaines forces politiques dans plusieurs localités du Bénin. Que dit de ces dérapages? Est-ce une ignorance et bien sûr des risques de propagation bien sûr du Covid-19 ou simplement une volonté affichée donc de pouvoir braver ces règles? Nous aurons donc bien sûr à en discuter sur ce plateau avec mes deux confrères. Nous parlerons également de l'augmentation subite de cas de contamination constatée au Bénin. En tout cas, pratiquement en une semaine, on est passé à plus de 100 cas. Et puis, on s'interroge encore sur les raisons, les mobiles de cette augmentation un peu exponentielle, le nombre de cas, même si officiellement on nous parle de dépistage massif qui ont été réalisés au cours donc de cette période. Ensuite, lutte contre le Covid-19 au Bénin, à quand l'ouverture des églises et lieux de culte, la reprise des cours également, levée du cordon sanitaire. Certaines activités sont toujours maintenues non fonctionnelles. Les églises et lieux de culte, et bien également quand l'ouverture de ces églises et lieux de culte. Nous aurons donc, voilà donc le temps d'évoquer tous ces sujets-là sur ce plateau du forum de rédaction. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour 52 minutes de débat. Les deux confrères de la presse nationale et internationale sur ce plateau. Moustapha Bachola, promoteur de Afrique Média, à ma gauche. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, mon cher confrère. Merci d'avoir participé donc à notre émission. Merci. C'est la première fois que vous êtes sur ce plateau. Oui. Afrique Média, c'est un média béninois ou Oui, c'est un média local. Et puis, pas Afrique Média au Cameroun. Il y a une différence dans l'écriture des deux noms. Donc, c'est un média local, consommé local, qui est beaucoup plus sur la toile. Sur la toile, oui. D'accord, merci. En face de vous, Anno Doumaou, journaliste au quotidien Fraternité. Voilà, c'est la deuxième fois que vous êtes sur ce plateau du Forum de rédaction. Vous êtes habitué à nos émissions déjà sur UDN Télévision encore. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, on lance avec le tout premier sujet. On a constaté eh bien, depuis le lancement de la campagne électorale sur ces deux dernières semaines, en tout cas au début, les partis politiques ont respecté quelque peu les restrictions apportées quant à leur activité en période de campagne. On a constaté qu'en dehors des affiches un peu partout dans la ville, les messages par les médias surtout, il n'y a pas eu autant de regroupements. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment aujourd'hui expliquer les dérapages constatés dans certains milieux? Parce qu'on ne va pas toiser forcément un parti politique donné, mais ce qui est sûr, nous avons vu les images un peu partout où on a dépassé largement les 50 personnes autorisées par les autorités. Anno Doumaou, je commence par vous. Merci. Je dis d'abord que la campagne démarre timidement habituellement. Lorsque vous êtes au premier jour de la campagne, vous ne pouvez pas tout de suite voir le dérapage. C'est un fait normal, étant donné que les gens prennent petitement le train en marche. Il y a certains, déjà, on n'a pas fini de concevoir les affiches, alors que par rapport également à la question de la campagne qui devait être essentiellement médiatique, on est passé de discussion en discussion au niveau également de la RAC. Vous avez suivi que jusqu'au dernier moment, après la RAC est revenue pour ramener
les organes de presse écrite privée dans cette campagne médiatique-là. Donc, on a pris tout le temps pour faire ces différents débats. Et en ce moment déjà, je ne suis pas sûr que tous les partis soient déjà prêts, notamment en ce qui concerne les affiches, notamment en ce qui concerne le planning à élaborer pour aller au contact des populations. Bien que la campagne soit essentiellement médiatique, parce que la campagne n'est pas exclusivement médiatique, il faut qu'on puisse le rectifier. La campagne est essentiellement médiatique, puisque dans la décision, on a prévu quand même que les véhicules puissent tenir des baffes et circuler. Mais on a interdit les arrêts. Et puis au niveau de ces véhicules-là, on ne doit pas avoir des personnes se regrouper dans le véhicule, pas être en train de danser au niveau des caravanes, ce qu'on a l'habitude de voir, non. On dit que le véhicule peut circuler avec un truc sonore et ne pas stationner, éviter de stationner pour ne pas entraîner donc des attroupements. Vous voyez? Mais la question, ce qu'on observe généralement, lorsque les véhicules commencent à défiler, les gens commencent systématiquement par suivre ces véhicules, parce que là, nous sommes au cœur de nos quartiers. Nous ne sommes pas sur la route inter-État ou en tout cas une route nationale où c'est difficile pour les gens de s'agripper rapidement à un véhicule. Non. Mais donc, on essaie quand même, on fait semblant de respecter la décision, mais sachant très bien que lorsque vous êtes dans un quartier et que vous roulez lentement, effectivement, il y a les enfants qui sont derrière, des plus jeunes qui viennent pour venir donner un peu plus d'ambiance au niveau de ce véhicule-là et tout autour de ce véhicule. Donc, il y a eu ça. Et il y a eu surtout, ce qui a été vraiment très dommage, il y a eu les rencontres entre les partis politiques et les populations, des militants. Et donc, là, c'est des dizaines de personnes. Et on se demande, mais ces acteurs qui savent donc la portée du mal, parce que eux, quand même, c'est des sachants. Il y a des gens qui, quand même, qui aspirent à diriger nos communautés. Et donc, ils connaissent, qui savent véritablement la menace que représente le Covid-19. Et si ces acteurs-là ne sont pas en mesure de faire la distinction entre le prix de la vie, ce que vaut la vie, et ce qu'est une campagne électorale, mais c'est vraiment dommage. C'est de ça la question qui se pose. Lorsque j'ai un dirigeant, en tout cas quelqu'un qui aspire à être CA ou à être maire de ma localité, et qui vient et discuter avec des gens, et se soucie très peu de leur vie, de leur état, de leur santé, je crois que c'est vraiment grave. C'est ça là, beaucoup plus que je crois qu'il faut dénoncer avec la dernière rigueur. Mais est-ce qu'au sein de ces partis politiques, là, ça n'a pas été mis sur les comportements à adopter, sur le respect des mesures prises, également de la façon dont les autorités ont tracé les activités à suivre pendant la campagne? Est-ce que ça dit qu'au sein de ces partis politiques, les leaders n'ont pas su maîtriser leurs troupes? Oui, c'est un peu ça. C'est tout à fait ça d'ailleurs, parce que quand je dois revenir un peu rebondir sur ce que mon confrère a dit, et c'est vrai, il a fait une peinture de la situation. Mais il y a quelque chose qu'il faut souligner fondamentalement. Ce qu'il faut souligner, c'est que ça dit que les partis politiques ne maîtrisent pas, n'arrivent pas à imprimer, et n'arrivent pas à imprimer à la base les notions même des gestes barrières. Je dirais oui et non encore. Parce que je sais, moi j'ai suivi des acteurs politiques et des candidats sur le terrain et qui, franchement, s'en foutent pas mal de ces mesures. L'essentiel qu'ils aient la population avec laquelle il faut discuter. Par contre, il y en a qui ont été surpris. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais avec un candidat. Vous savez, c'est un candidat qui suscite beaucoup d'engouement, qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Et quand il descend dans la rue, les gens veulent les accompagner. Les gens veulent juste les toucher. Mais pour ces candidats, c'est difficile de contenir la horde. Pour exemple, j'ai suivi un candidat, et quelque part sur un terrain, il était juste allé saluer une famille éplorée. Juste saluer une famille éplorée, mais lorsqu'il est venu dans le quartier, depuis qu'on a même vu son véhicule entrer dans le quartier, c'est tout un monde derrière. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut faire? J'avoue que, et par rapport aux mesures, aux gestes barrières, c'est tout à fait normal. C'est difficile, vous voulez dire? Non, mais je ne veux pas dire que c'est difficile. C'est tout à fait normal. Je fais mienne toutes les dénonciations de Arnaud Adomon qui estime que ceux qui aspirent à diriger nos communautés demain n'arrivent toujours pas à dire aux communautés ce qu'il faut faire pour être en vie.
par rapport à ça, je dis, par rapport aux mesures barrières, c'est vraiment difficile de contenir. C'est vraiment difficile de l'appliquer sur le terrain, surtout en période électorale. Et nous savons comment ça se passe au Bénin. C'est une période de fête, d'enthousiasme et de célébration. C'est souvent difficile de contenir. Maintenant, je vais revenir sur les forces de l'ordre qui sont censées réprimer ces gestes et ces mauvais comportements. Ils sont combien ces forces de l'ordre? Dans certaines localités, elles n'existent pratiquement pas. Les hommes en uniforme n'existent pratiquement pas. Et c'est la débandade. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Même par rapport même au port de masque qui est reprimé. Et depuis que ça a commencé, cette opération a commencé, quand vous venez, Cotonou qui doit être la vitrine, qui doit être quand même l'exemple pour toutes les autres communautés ailleurs. Tous les jours que Dieu fait, quand vous voyez les forces de l'ordre en circulation, il y a toujours des motos qu'on arrête, des gens qui ne portent toujours pas de masque. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Le problème, c'est une question d'éducation. Et cette éducation voudra dire que quand il y a une situation comme celle-ci, il faut accepter les principes. Accepter les principes instaurés par le gouvernement pour la vie de tout le monde dans la communauté. C'est un peu ça. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, ces mesures qui ont été prises, ces nouvelles modalités définies par rapport à la campagne, et ça dit qu'au départ, puisqu'aujourd'hui la faisabilité, le respect de ces mesures sur le terrain, ça pose problème, on a vu, on est en train de souligner les dérapages. Et ça dit qu'au départ également, au niveau des autorités au sommet de l'État, on n'a pas pu mesurer, justement, on n'a pas pu entrevoir ce qui peut réellement se passer. Parce que voilà, la faisabilité. Je vous donne un exemple. Quand on parle de la distanciation, les 1 mètre également, aujourd'hui, on a repris les cours dans les universités, et dans les écoles aussi, nous allons en parler dans un instant. Alors, ça dit que c'est déjà dans la prise de ces mesures-là que le problème se pose. Moi, je dis que je crois que le gouvernement, notamment, il y a eu une rencontre entre le chef de l'État et les présidents d'institutions. Et c'est au terme de cette rencontre-là qu'on a décidé de ce que la campagne soit essentiellement médiatique. Je crois. Mais la question fondamentale, c'est quoi? Cette décision repose sur quoi? La loi n'interdit pas les formes de campagne dont nous parlons, en tout cas que nous dénonçons aujourd'hui, et nous parlons de dérapage. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on a sorti des communiqués, on a pris des dispositions par rapport à la pandémie, mais ces dispositions ne sont pas donc intégrées à la loi. Et c'est d'ailleurs pour ça que le ministre de l'Intérieur ne va pas demander une arrestation des gens. Il demande simplement que les gens soient dispersés. Si aujourd'hui les forces de l'ordre procèdent à des arrestations, le juge va se baser sur quelle loi, quelle disposition de la loi pour condamner ces personnes-là. Vous voyez? On ne peut pas prendre juste un communiqué qui n'est pas fondé sur la loi, sur une législation, et dit simplement qu'on va donc envoyer des gens en prison. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au cours de la rencontre, par exemple, entre la Sénat et les partis politiques, il y a un des représentants du PRD qui soulignait que, mais on n'a pas touché la loi. Est-ce que la loi interdit aux gens? Est-ce que la loi a prévu une campagne essentiellement médiatique? Non. La réponse est non. Est-ce que la loi interdit des rassemblements en période électorale entre un candidat et ses sympathisants et militants? La réponse est non. Et donc, on veut compter donc sur la responsabilité des acteurs. Et est-ce que le gouvernement a eu tort? Est-ce que les plans d'institution ont eu tort de dire nous pouvons compter sur ceux-là donc qui aspirent à diriger la nation, à diriger donc leur communauté, et donc qui devraient être donc les premiers, parce que nous parlons des élections de proximité, qui devaient être donc les premiers à dire si jamais cette pandémie-là prenait en otage notre localité, mais comment est-ce que nous allons mobiliser les forces donc pour produire de la richesse? Parce que là, vous parlez même dans les zones reculées où on estime que les gens sont durs d'oreilles, en griffes, mais ce sont dans ces localités. Les gens doivent aller au champ, ils doivent aller au marché, ils doivent travailler, ils doivent ouvrir leurs boutiques. Donc, on va tourner les activités. Et si vous mettez à risque vos propres populations, et si demain la pandémie prend en otage votre commune, bien votre arrondissement, comment vous pensez mobiliser les ressources pour le développement de cet arrondissement-là? Donc, c'est une question de raisonnement, c'est une question de logique, c'est une question de responsabilité. Voilà. Et donc, c'est la question fondamentale. Je pense qu'on n'a pas prévu
on n'a pas pris on n'a pas pris cette dérogation-là en tenant compte de ce qu'on aurait pu peut-être, je ne sais pas, toucher à la loi. Et donc, ceux-là, aujourd'hui, qui commettent ces bévues-là, qui sont auteurs de ces genres de dérapages, ils se disent, non, de toutes les façons, on ne pourra pas nous juger du fait que nous soyons en contact avec des gens qui n'aient pas porté le masque. Et dans ce cas-là, le rôle de la police revient juste à disperser les gens, mais je dis une fois, est-ce qu'une autorité locale, un candidat qui doit diriger une localité, doit aller devant des gens, tout au moins ne pas exiger le port de masque. Oui, on peut même encore se dire, bon, la distanciation sociale, aujourd'hui, c'est pas si responsable dans nos écoles, comme je le disais tantôt. Mais on peut encore dire, bon, on peut regarder dans quelques mesures. Mais quand vous voyez, tout au moins les masques, aujourd'hui, les masques artisanaux sont à 100 francs. Et je suis un acteur politique, je vais rencontrer des militants, une cinquantaine de militants, mais ça fait combien d'achats pour leur distribuer, le temps quand même d'échange là. Et je vais ailleurs, je vais distribuer également les masques, et puis les gens vont s'asseoir normalement, et nous allons échanger. Mais lorsque vous voyez qu'on met les gens là, qui sont pratiquement coude à coude, sans masque. Et l'acteur lui-même, vous voyez que lui-même, il met quand même un masque là, pour montrer que bon, lui, il est protégé. Et voyez, je dis, c'est un paradoxe. Et c'est parce qu'on abuse un peu du niveau peut-être de compréhension de nos populations que nous assistons à ces genres de choses. Vous voyez que moi, par exemple, je m'assois pour écouter quelqu'un comme ça, qui se protège lui-même et qui est devant, mais moi, je reste dans une foule où je mets ma vie comme ça en danger et pour dire que je suis en train d'écouter quelqu'un qui aspire à diriger ma localité. Voilà, je dis que parfois on abuse un peu, peut-être un peu du niveau de compréhension des choses. C'est quand même regrettable. Parce que, vous voyez, dans nos populations aujourd'hui, il y en a qui continuent de penser que Covid, c'est une invention de tel ou de tel autre. Il y a des gens qui vous disent non, qui ne croient pas que quel Covid. Vous voyez, il faut rappeler aux gens que la maladie existe réellement et que ça sévit. Covid sévit. Le coronavirus, c'est pas un jeu. Je crois que c'est de la responsabilité d'abord des élus, en tout cas de ceux qui quand même aspirent à diriger. Mais peut-être que pour les 2 jours restants, je crois qu'au niveau des états-majors, des partis politiques, on doit pouvoir respecter strictement les règles. On l'espère bien. D'abord, je voudrais rapidement dire quelque chose par rapport à ce que Arnaud a dit. Je suis très heureux qu'il ait posé un diagnostic et un diagnostic et levé l'abcès en même temps. Malheureusement, la loi n'encadre pas les mesures de lutte contre la propagation de Covid-19. La loi, malheureusement, n'encadre pas les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie, de la pandémie. Alors là, chacun estime que la voie est libre, le champ est libre et qu'on peut faire ce qu'il veut. Maintenant, par rapport pour le bien de tous, le contexte oblige. En principe, c'est ça. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, elle a posé un diagnostic, mais elle a crevé en même temps l'abcès. Ce serait vraiment un peu excessif de blâmer nos politiciens, les candidats. Il fallait être sur le terrain pour comprendre comment ça se fait. Ça va être vraiment difficile, excessif de les blâmer. Eux, s'ils sont conscients de la situation, au contraire, c'est eux qui parlent. Moi, si c'est le cas, pourquoi ne pas éviter alors, qu'est-ce qui se passe quand on dit d'abord qu'on connaît qu'aucun candidat, dites-moi, je vais vous dire quelque chose, disons de la vérité ici, aucun candidat, aucun parti politique sur le terrain n'a pu observer les mesures dont on parle. Jamais. Et ça ne dépend pas d'eux. On dit qu'il faut regrouper à peine 50 personnes. Non. Vous savez que la campagne électorale, c'est une période par excellence pour nos populations de se faire un peu de petits jetons. Voyez un peu ça. Il faut prendre en compte tous ces paramètres. Du moment où les mesures sur le déroulement des campagnes n'ont pas interdit les rassemblements tels que ça se faisait avant, je crois que le champ est libre pour tout le monde. Seulement qu'il y a un problème d'éthique qui nous revient, nous, en tant que responsables, en tant que candidat, en tant que leader politique. Absolument. Il y a un problème d'éthique. Mais est-ce que si ça ne s'observe pas, est-ce que c'est forcément à cause d'eux? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que j'ai meeting. Et qu'est-ce que les grands rassemblements, tels que ça se faisait avant, j'avoue que ça diminue un peu. C'est seulement les rencontres avec les localités, c'est les communautés, les petites communautés, dans des maisons, des proximités. Mais quand on dit ça, mais venez voir le nombre qui vient. Je suppose que
je viens et j'ai prévu 100 personnes à rencontrer, mais 50 personnes à rencontrer, comme l'autorise la loi. Mais je viens, je vois une autre, je vais faire comme même si je prévoyais les cache-nez, je vous parle encore d'un candidat que j'ai suivi, et chaque fois qu'il va sur le terrain, il a toujours prévu des cache-nez. Et il a toujours voulu faire respecter les mesures barrières. Mais il est submergé. Submergé compte tenu peut-être de sa popularité. Maintenant, il fallait compter sur... c'est là le rôle des leaders à la base. Oui, c'est un peu ça. C'est le rôle des leaders à la base. Au niveau des communautés déjà. Oui, justement. Maintenant, il y a un problème sérieux. Le problème sérieux, c'est qu'il n'y a pas encore cette prise de conscience au sein de la population elle-même. C'est tout le problème. Vous savez qu'aujourd'hui, à côté de nous ici encore, hier j'en ai débattu encore dans un club avec des gens. Non, mais vous voyez, des intellectuels qui ne croient pas encore en l'existence du mal. Vous voyez que c'est un peu curieux. Ça doit faire réfléchir. Vous voyez, si déjà les gens estiment que le mal n'existe pas encore, nous qui sommes intellectuels, nous qui sommes censés apporter la lumière à la base, il y en a parmi nous qui continuent de croire que c'est un truc inventé, comme l'a dit l'autre. Il y a un véritable problème. Donc ça veut dire que dans l'affaire, il n'y a personne à blâmer en fait. Et je disais tout à l'heure, en pré-débat, que le mal, la crise a surpris tout le monde. La crise a surpris tout le monde. Personne ne s'y est préparé. J'ai donné l'exemple des pays européens. Quand ça a commencé en Chine, bon, on a pensé qu'on a pris tout le temps à s'occuper d'autres choses, à s'occuper des affaires. Parce que comme ce ne sont pas chez nous, ça ne nous concerne pas. Parce que c'est en Chine, on estime que ça va avoir un terme, ça va finir un jour. Mais c'est quand ils ont compris la gravité de la chose, ils ont commencé par... la complexité. Oui, la complexité. Et puis, en ce temps, c'est déjà trop tard. Vous voyez un peu là-dedans. Donc, le problème est là. Le problème fondamental, c'est une question... D'abord, ça pose un problème d'éthique au niveau même des acteurs politiques. Et deuxième chose, ça pose un problème d'éducation à la base. C'est-à-dire, est-ce que les gens sont prêts? Nous avons une mentalité dans notre pays, le Bénin, où nous jouons toujours Saint-Thomas. On ne veut jamais croire. Aujourd'hui, le gouvernement dit qu'il y a plus de 300 cas et un certain nombre de cas. Les gens continuent de nier que c'est faux, qu'on n'a pas encore vu. Tant qu'ils n'ont pas encore vu, ils ne vont pas croire. Vous voyez, c'est un peu un problème. Ça pose un problème. Alors, mais c'est dans ce contexte-là que le scrutin va intervenir dimanche prochain, Arnaud. Oui, je dirais malheureusement ou heureusement, parce que vous savez que nous avons souvent dit que les pays qui ont fait l'expérience de l'organisation des élections en période d'augmentation des cas, ces pays ont récolté aussitôt le prix. La belle preuve, c'est ce que nous disons, parce que moi, je ne suis pas trop sur le terrain avec les leaders, parce que je vois que mon cher ami les défend tellement, parce que c'est un homme de terrain. Je parle de ce que le constat fait sur le terrain. C'est un homme de terrain, mais je dis quand même que nous parlons des élections de proximité. Les élections de proximité, les gens sont quand même connus dans les localités. On ne se lève pas du jour au lendemain. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je vais être CA. Oui, je vais être chef quartier. Donc, nous parlons d'élections de proximité. Ce n'est pas la présidentielle. Encore moins législative. Ici, la circonscription électorale, c'est l'arrondissement. Absolument. Alors, si nous avons des gens qui sont incapables, qui savent que... Ils n'ont aucune chance. On ne va pas là où tu t'en vas, là. On ne va pas là où tu vas. Ce sont des gens qui n'ont aucune chance dans la localité. Mais pourquoi aller rassembler des foules pour montrer qu'on est candidat, faire des photos, pour mettre ça après dans l'album photo, pour montrer que moi, j'ai été candidat? Je crois que c'est ça. Sinon, les vrais leaders, les véritables leaders, ceux qui savent... Ils se connaissent et les populations les connaissent. Vous voyez, moi, j'étais quelque part, j'allais manger quelque part, je parlais d'un candidat, mais non, on le connaît. Mais lui, mais en même temps, c'est la bonne dame qui m'a commencé par parler des qualités de ce candidat-là. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans une localité et les gens vous connaissent, les gens savent ce que vous êtes, je crois qu'on fait des affiches, on fait les véhicules circulent avec les sonorisations, avec la musique et avec les affiches encore. On permet même de prendre, comment ça s'appelle, ceux qui portent les messages dans les quartiers. Là. Le mégaphone. Les crieurs publics. Là. On a même permis donc aux crieurs publics également d'intervenir dans cette campagne électorale. Et donc, vous allez quelque part, en toute responsabilité, vous attendez à 20 personnes,
vous voyez 200 personnes, oui, retournez-vous. Vous savez très bien. Retournez-vous. Non, cher ami, pourquoi si vous attendez à 20 personnes, mais vous voyez 200 personnes, mais ce n'est pas réaliste, là. Vous voyez 200 personnes. Mais Arnaud, ce n'est pas réaliste ce que tu dis là. Ce n'est pas réaliste. Cher ami, ce n'est pas réaliste. Ce que nous disons, oui? non, moi je suis réaliste par rapport à la question de la santé. Parce que si nous-mêmes, sur ce plateau, nous banalisons ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous savons aujourd'hui en tant que professionnels des médias de ce virus-là, mais c'est grave. Et c'est pour ça qu'on doit dire à ces candidats-là, tu vas, il y a 200 personnes, retourne d'abord et demande au comité d'organisation, je ne peux pas tenir la rencontre dans ce contexte-là parce que je tiens la vie de mes militants, je tiens la vie de mes mandats. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, mais, on fait ce truc-là. Si jamais tu présentes les symptômes, on va t'enlever, on va t'isoler quelque part et tu vas faire 14 jours. On ne sait pas ce que le traitement va donner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu de décès, on a à peine 2 cas de décès. Mais vous croyez que c'est normal que tu sois là, sous ce stress-là, à espérer, est-ce que ça va marcher, ça va marcher. Et en plus de tout ça, il y a des cas asymptomatiques. Donc, tu as à côté, tu as un voisin à côté là, il est infecté. Tu ne sais pas son état épidémiologique. Oui. Et donc, toi, tu es là et tu vas être infecté. Et donc, au terme de la campagne, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons dit, au niveau de la France a organisé le premier tour d'immunisation municipale, le chiffre au niveau de la contamination, ça a grimpé. Tout à fait. Et il y a eu un débat qui s'est posé maintenant pour le second tour qu'ils ont dû reporter d'abord. Quand vous allez également au niveau du Mali, ils ont fait le premier tour des élections, les chiffres ont grimpé. Après, au second tour, les bureaux de vote étaient quasi vides. Vous allez au niveau de la Guinée, prenez les chiffres avant l'organisation des élections, 2 semaines après les élections, vous allez constater la même chose. Et c'est pour cela que, puisque le Bénin dit, je tiens à organiser les élections, parce que ces élections sont des élections cruciales, on veut compter sur la responsabilité des acteurs. On dit, la campagne est essentiellement médiatique, la sensibilisation, le jour du scrutin, il fait tout là, et même pour voter, il faut les masques, il faut laver des mains. Donc le gouvernement a prévu toutes ces mesures-là. Mais si les acteurs-là, qui sont censés donc être au contact des populations, ne font pas respecter. Après, nous allons crier pour dire le régime a mal fait de dire nous allons organiser ces élections-là. Est-ce que ces acteurs-là qui vont au scrutin, est-ce qu'ils veulent donner raison à l'opinion publique après pour dire effectivement le gouvernement a tort? Mais c'est à eux la responsabilité. Parce que le gouvernement dit j'organise parce que ces élections sont cruciales, ça va compter pour la présidentielle. Oui, étant donné qu'on va parler des parrainages, des concerts et tout ça. Et donc je tiens à organiser ces élections. Mais on organise ces élections, voilà les conditions dans lesquelles on organise ces élections-là. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour comprendre ces conditions-là et se dire qu'en tant que leader, c'est suffisant? Je crois que fondamentalement, c'est de ça qu'il s'agit. Et tant qu'on va continuer à s'amuser avec les activités des acteurs politiques et qui doivent même continuer, et continuer même pour indiquer les comportements adoptés le jour du vote aux populations. Parce que n'oubliez pas, le jour des votes, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on veut rester là, on s'attend quand on finit de voter, on attend là, il y a du monde, et on veut rester derrière les unes. Quelqu'un, les agents du bureau de vote mettent les unes sur la tête, et on est là, on est en train de si tout aujourd'hui, on ne sensibilise pas, si au cours de ces rencontres, on ne dit pas aux acteurs, aux militants, voilà comment nous allons nous comporter, pour qu'au terme de ces élections, que le Bénin quand même puisse se dire, on n'avait pas tort d'avoir ces élections. L'autre élément, est-ce qu'on dispose d'assez de personnel de sécurité à mettre dans les bureaux de vote pour faire respecter justement ces mesures? Donc, je crois que par rapport à cette question, voilà. Je pense que la Sénat a pris les justes mesures. La Sénat a pris les justes mesures pour que tout se passe et tout se déroule normalement. Et je voudrais rassurer mon cher confrère Arnaud que c'est vrai, on a vu la situation dans d'autres pays où les organisations et les élections ont été organisées. Mais je ne voudrais pas tout de suite qu'on panique. Et je ne voudrais pas qu'on compare le Bénin à ces pays. C'est vrai, c'est aussi des êtres vivants. On peut toujours prendre l'exemple sur ces cas-là et pas faire l'organisation des élections ici. C'est dans ce cadre-là. C'est dans ce cadre-là que moi je voudrais tirer coup de chapeau à la Sénat qui fait un travail énorme pour que les élections se déroulent dans le respect optimal des mesures de distanciation et des gestes barrières. Et je crois que dans tout ce que... Et dans le colissage, j'ai eu la chance de fouiner un peu au stade de l'amitié
où on fait le coulissage pour envoyer, c'est-à-dire dans les bureaux de vote. Je pense qu'ils ont prévu des masques, suffisamment de masques. Et hier encore, la Sénat en a reçu une bagatelle importante de l'ambassade, de la République chinoise et des liquides, là, c'est des gels et beaucoup d'autres choses. Je crois que la responsabilité doit être entièrement partagée. Et par rapport à la question liée au nombre important de la sécurité, pour assurer la sécurité, c'est-à-dire que pour faire respecter ces mesures dans les votes et dans les centres de vote, je crois que la Sénat en a pris les mesures, sauf si ces agents de sécurité ne vont pas dormir dans les bureaux de vote, et si on doit respecter les mesures. Je crois qu'on va sortir de cette élection sans que le cadre s'augmente. Les pays dont on a parlé, vous savez, en France, on a parlé de la France. La France a commencé par parler de déconfinement. Les gens même sont fatigués de rester à la maison. Et il y a un paradoxe par rapport à ce mal. Moi, je suis un peu les médias internationaux. Vous avez vu un peu les chauffourées qu'il y a aux États-Unis. Les gens sont sortis spontanément un jour de la maison. Tous sont allés à la plage. Je pense que ça se passe dans l'État de Californie, je crois. Dans un État comme ça. Ils sont tous sans masque. C'est arrivé au Royaume-Uni. Les gens sont fatigués. Même la psychose même, voilà, la psychose même liée à la maladie tue beaucoup plus. Et vous parlez, vous savez, il faut tirer le coup de chapeau à ce gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que depuis qu'on a... Avant qu'on enclenche avec un autre sujet. Un autre sujet, oui, voilà, et rapidement. Et vous savez même que cette histoire de mesures et cordons sanitaires, là, ça crée plus de mal aux Béninois que l'existence même de la maladie. J'étais dans les colonies quand on a dit, et le conseil des ministres dernier a dit, les mesures là sont levées, mais j'ai venu voir l'ouvre de soulagement que ça fait pousser dans les trucs. Les gens voient leur affaire complètement s'affaisser et autour d'eux en train de s'effondrer à cause d'une maladie. Et c'est justement pour cette raison-là que les gens maugréent même parfois contre même l'existence du mal humain. C'est quelque chose de maladie, on ne va pas les infecter, c'est qu'on nous arrière, nos affaires ne tournent plus. Je dis, ils sont pas une raison suffisante pour ne pas respecter les mesures barrières. Je voudrais ici et maintenant lancer un appel aux Béninois que le mal existe bel et bien. Le mal existe bel et bien. Il faut respecter les gestes barrières pour limiter la contamination. Mais je dis, il ne faut pas beaucoup paniquer. Il ne faut pas qu'on soit trop pessimiste et penser que c'est là et que c'est fini, il n'y a plus rien à faire, et que c'est fini, et que puisque le mal est là, on ne peut plus rien faire. La vie doit continuer au ralentissement. Non, je crois que par rapport aux élections, moi, j'ai crainte de rien. Tout va se passer et plaise au ciel. Nous allons passer ces élections sans que le nombre de cas infectés... De cas infectés n'augmente. En tout cas, ça nous sert rapidement de transition. C'est une coïncidence, parce que les autorités ont apporté, oui, les raisons de l'augmentation constatée subitement après quand même le lancement de la campagne électorale. Je ne veux pas rentrer dans d'autres polémiques ici. Mais voilà, c'est pour ça que je parle de coïncidence justement. Un autre voilà, une augmentation qui a surpris quand même, qui était la cinquantaine de cas et se retrouvait pratiquement à 200 et puis à 300 aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je reste constant. Ce n'est pas que je ne panique pas. De toute façon, je ne suis pas infecté. Une situation vous voyez, normale. donc, je ne sais pas si Bachola a déjà fait le test, parce qu'il est enseignant. Et aux dernières nouvelles, les enseignants ne sont pas exemptés. Trop fréquentables. C'est justement pourquoi tu m'envoies Faut pas livrer les secrets. Non, mais pour dire que... C'est le confrère journaliste qui est ici. Pour faire plus sérieux, je crois que lorsque vous savez, lorsqu'on dit par exemple que le sida tue, tout le monde sait que le sida tue. Bien sûr. Tout le monde a peur du sida. Mais au même moment, tout le monde sait ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas attraper le sida. Le coronavirus, c'est pareil. Dire que j'ai peur, ce n'est pas un problème. Mais je considère que le coronavirus existe. Et tout le monde sait ce qu'il faut faire
pour ne pas attraper la maladie. Mais quand on fait le contraire, non, je suis désolé. On voit tous les jours, on voit les images tous les jours. Au nom de la campagne électorale, sous prétexte qu'on veut être maire ou conseiller, on se fout royalement des gestes barrières et on estime que bon, il n'y aura rien. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi cela retourne. Donc, je considère que le sida tue. Et on considère à juste titre que le sida tue. On évite ce qu'il faut faire, on évite les gestes pour ne pas attraper le sida. Le palu est dangereux. On dort sous moustiquaire pour ne pas attraper le paludisme. Le coronavirus tue. Ça se guérit, certes, mais ça tue aussi. Et donc, il faut des raisons évoquées par l'autorité pour expliquer l'augmentation. L'augmentation des cas, je ne vais pas faire parce que ça va très vite par rapport à cette augmentation des cas, on verse très vite dans la polémique. Mais on constate quand même qu'on n'avait pas les vrais chiffres. Ça, c'est la vérité. On peut omettre sur, omettre de ça. On n'avait pas les vrais chiffres. Et nous avons dit, dans un passé récent, qu'on n'a pas les vraies statistiques, étant donné que le Bénin n'avait pas commencé à faire les dépistages. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être surpris d'avoir ces chiffres-là. Et pour nous autres, on trouve d'ailleurs que c'est très peu. On est encore loin de la réalité en parlant du chiffre. Et d'ailleurs, vous avez entendu le ministre de la Santé également dire qu'il y a un pic qu'on doit encore atteindre, qui reste encore. Et donc, vous voyez, pour nous, même 300, c'est encore très peu. Si aujourd'hui, on fait les tests sur certains corps socio-professionnels, je crois que les gens de la santé, les enseignants, et même les journalistes de sécurité et de défense. Et là, dès là qu'on a commencé par faire ce dépistage au niveau de ces corps-là, on a commencé par découvrir donc de nouveaux cas. Et donc, c'est tout à fait normal. Si vous ne faites pas de tests, comment vous pouvez vous rester là et dire que vous avez 5 cas? Parce qu'avant, on ne faisait pas ces tests. Et donc, c'est quand les gens allaient... Ça se déclenchait, quelqu'un allait, on faisait le test, on vérifiait si effectivement la personne est infectée ou pas. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on prend certains corps, on fait le test, et par rapport à ça, forcément, on découvre de nouveaux cas. Mais pourquoi ne pas étendre alors le dépistage carrément à toutes les communautés pour avoir une idée claire de la situation? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est aussi mon souhait, c'est ma profonde aspiration. Et quant à l'étalement de processus de dépistage sur toutes les communautés béninoises, pour avoir une vraie statistique et en ce qui concerne l'évolution du mal. Je suis d'accord avec Arnaud lorsqu'il disait que nous ne disposions pas avant de vraies statistiques. Il a fallu qu'on commence par, qu'on initie une petite campagne de dépistage pour commencer par détecter d'autres cas. C'est vrai, je dis ceci, je continue de dire ceci. Je continue de dire que la pandémie existe au Bénin. Il ne faut pas se leurrer. Et je voudrais que tout le monde sache que la pandémie existe et tout le monde doit pouvoir observer les mesures pour ne pas être contaminé. Mais il dit que la pandémie ne doit pas quand même pas nous arracher notre vie de tous les jours. La vie doit continuer. Même étant donné que le mal existe, la vie doit continuer. Le paysan va continuer à aller travailler au champ et la bonne dame doit continuer à aller à Topa vendre pour tenir la vie, l'économie du pays. Alors, c'est pour dire ceci, c'est pour revenir et dire ceci. Le fait que le chiffre, sinon le nombre grimpe aujourd'hui, ne doit pas constituer un frein à nos activités quotidiennes. On doit continuer à aller bosser. Vous êtes un confrère de ces chaînes. Ce n'est pas parce que Covid existe que vous n'allez plus faire vos émissions. Chacun dans son compartiment doit continuer à faire ce qu'il a l'appui de faire pour maintenir la vie active au Bénin, tout en observant les mesures préventives et par rapport au mal. Et c'est dans ce contexte que d'ailleurs les coups ont repris le lundi dernier avec quelques inquiétudes dans le rang des syndicalistes et autres. On a vu tout ce qui a été dit par le gouvernement, le respect de la distanciation au niveau dans les classes, port de masques et autres. Mais malheureusement, le constat n'a pas été ce à quoi on devait s'attendre, Arnaud. Oui, il faut dire que
la vie va reprendre son cours, comme on le dit. C'est pas faux. C'est pas faux parce que la vie reprend de toutes les façons. Dans les États même les plus touchés, les gens essaient de reprendre petitement leur activité. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a des États qui ont déconfiné et qui sont en train de reconfiner. C'est que le président Boni Yahi a d'ailleurs essayé de dire, ou dit, ne déconfinez pas pour reconfiner après. Et on constate que dans certains États qui ont dit à redémarrer, ils ont compris que très vite, ils ont été rattrapés. Ils sont encore retournés chez eux d'abord. Vous voyez? Mais nous prenons le cas spécifiquement pour ce qui concerne chez nous, les écoles. Les enfants retournent à l'école. Personne n'a contesté, si vous observez bien, ni gouvernement, ni syndicat, personne n'a contesté le retour des enfants dans les classes. Parce que les enfants ont déjà fait le maximum. Oui, vous démarrez les cours en septembre, je crois que c'est en septembre, et ils ont été finalement en congé vers fin mars. Bien sûr. Et donc, vous ne pouvez pas faire tout ça. Qu'on vous dise que l'année là ne va pas être validée. Et donc, on a voulu donc valider l'année. Et c'est dans ce cadre que des propositions ont été faites. C'est quand même un risque aussi. Oui, c'est un risque, mais de toute façon, il reste 2 semaines, en tout cas par rapport à ce que nous avons lu, pour la déclaration de Chadaré, 2 semaines pour valider l'année. Et c'est parce qu'il reste 2 semaines pour valider l'année que les centrales avaient fait certaines propositions. Suggérer par exemple que les candidats reprennent d'abord, après les classes intermédiaires, ensuite les candidats reprennent faire révision, ensuite ils seront évalués. Et donc, de toute façon, les enfants devaient retourner à l'école pour pouvoir valider l'année scolaire parce que, selon les calculs, en 2 semaines, on peut valider cette année-là. La question fondamentale, c'est le respect des gestes barrières. Nous l'avons depuis le début de cette émission, c'est de ça que nous parlons. Au niveau des écoles, la question de la distanciation sociale, du respect, c'est quasiment impossible. Ça n'existe pas. On ne peut pas rêver. Vous avez vu les images? Même au niveau des vendeuses, des bonnes dames pendant la récréation, les enfants s'agglutinent pour acheter. Et donc, ce qui est possible, faisable... Ce n'est pas le discours qui est prôné, pas l'autorité, parce que là... On peut prononcer un discours, on prononce un discours totalement en déphasage avec les réalités du terrain. Pourquoi ne pas avoir de discours fort dans des situations pareilles? Non, je crois que... On en a entendu, on a vu les images... Même dans les rues, vous voyez les élèves, quand ils sortent de l'école, ils enlèvent le masque, ils se tiennent les mains, et puis ils marchent ensemble, et puis vous voyez, c'est quand même bizarre. C'est ce que dit ça. Mais en classe, tout au moins, ce qu'on constate tout au moins, dans certains établissements, il y a des gens qui portent le masque, il y a des élèves aussi qui dispositifs de lavage de mains. Mais au niveau de ces dispositifs de lavage de mains également, l'eau là n'est pas forcément savonneuse. Parce qu'on voit que c'est tellement dilué. Non, mais je crois que ce que dit Arnaud, c'est tout à fait vrai. Moi aussi, j'ai été aussi surpris de cette reprise spontanée et des cours. Et surtout que le mal continue de sévir. Et surtout que nous avons aujourd'hui une génération, excusez-moi, plus ou moins inconsciente. Nos apprenants, j'avoue, c'est des gens qui sont plus ou moins inconscientes. C'est des gens qui sont plus ou moins inconscients, et vous m'excusez, par rapport à un certain nombre de choses. Moi, je suis enseigné sur Bégamin. Moi, j'ai été surpris qu'à la reprise, je parle de ce que je sais, puisque moi, je ne fais pas langue de bois. J'ai été surpris même que dans le collège, il y a de dispositifs de lavage de mains installés un peu partout. Maintenant, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un suivi rigoureux? Est-ce qu'il y a un suivi rigoureux par rapport à ça? Je me rappelle que quand le TOCA a démarré, moi, une semaine avant même qu'on nous donne congé, moi, j'ai cessé d'aller au cours. J'ai même dit à mes enfants de rester à la maison parce qu'on ne sait pas jusqu'où cette histoire là-bas finit. Ceux qui en sont temps, le directeur avait tellement appelé. Moi, je lui ai dit, écoutez, moi, c'est ma vie, et qu'importe. Et dans un collège où on dit il y a une situation comme ça, et même l'administration ne prend même pas de mesures pour vous-même enseignants. Vous voyez un peu, c'est compliqué. Je crois que même les dispositifs... J'étais au cours, dernier quand une télévision, je pense que c'est Canal 3 qui était venu filmer la reprise des cours, je pense, le lundi dernier. Et ils ont dû constater ce qu'ils ont constaté. Mais ce qui est déjà bien heureux, c'est que les enfants sont retournés à l'école avec le port de masque. Moi, dans mes classes, quand moi je rentre, quand il y a un élève qui n'a pas, je sors automatiquement. Et j'attends, peut-être, parce que c'est les surveillants, c'est eux qui prennent la défense de ces cas-là. J'attends un surveillant qui viendrait pour dire pourquoi tu as sorti l'élève. Et j'allais lui poser 2 questions. Puisque dans le collège aussi, il y en a même qui sont autorités qui ne portent pas masque. Et depuis que moi j'ai commencé, je ne me hasarde même pas aller m'asseoir à la salle des profs. Ou bien adultes montrent les... Oui, justement, ceux qui sont même autorités, même, qui doivent le faire, ne le font pas. J'ai pris quelques images. Ce ne sont pas bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça revient encore à ce que nous disions au départ. Plus de conscience. Pourquoi ignorer le mal, mais surtout écoutez, dans le milieu de l'éducation? l'éducation? Il y a un mal qui existe. Nous avons un gouvernement qui a pris des mesures.
Mais est-ce que vous imaginez que c'est le président Talon ou bien c'est les autorités sanitaires qui vont passer de maison en maison bien pour dire respecter, mais ce n'est pas la peine. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des intellectuels, des cadres, des intellectuels comme vous et moi, qui continuent de dire que le truc n'existe pas. Vous imaginez un peu ça? Vous voyez dans le rang des enseignants, ceux qui sont censés, c'est-à-dire quoi, ceux qui sont censés répéter les bonnes pratiques. Ils ne le font pas. Avec la pédagogie qu'il faut. La pédagogie, voilà, ils ne le font pas. Vous voyez quoi? Moi, en tout cas, du lundi jusqu'à aujourd'hui, moi j'en ai sorti. Mais heureusement, bon, puisque moi je suis, excusez-moi, je ne badine pas sur un certain nombre de choses. Quand je viens en classe, il y en a même qui ont masque là qui ne portent pas. Vous imaginez? Et tout à l'heure, quand on nous parle de respect de la distanciation, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Parce que les enfants sont toujours 2 à 2 sur la table. Maintenant, sur la même table. Maintenant, et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le gouvernement peut entreprendre dans ce sens. Mais c'est une situation qui est un peu masquée. Maintenant, par rapport à l'année scolaire. Des images, les autorités ont tourné, on a vu des images. Par rapport à l'année. Un élève par banc, un élève au bout de ce banc. On sait que c'est juste masqué. Je reviens. Et par rapport à l'année scolaire, il faut nécessairement qu'on retourne à l'école pour pouvoir finir l'année scolaire. C'est en cela que c'est le mal de notre système éducatif qu'il faut revoir. Nous avons 2 semestres ici. Dans les pays, excusez-moi, anglophones, et il y a, par exemple, l'État comme Lagos, l'année scolaire est validée en 3. Et dans leur législation scolaire, quand un enfant arrive à valider premier, deuxième, et que le troisième, pas un accident, bien pas quelque chose n'arrive pas à le faire, c'est qu'on peut le considérer les deux premiers trimestres. Et ce qui a fait qu'au Nigeria, eux, ils ont eu la chance de valider les 2 premiers trimestres avant que l'année et avant le confinement, avant que le confinement chez eux. Et puis comme ça, ils ont dû ce soir. Et puis maintenant, ils attendent la rentrée prochaine. Voilà. Sinon, ceux qui ont fait les 2 premiers trimestres, ceux qui ont la moyenne, qui sont passent normalement en classe en classe supérieure. Mais ils ont trouvé des jours pour les examens de fin d'année. Pour finir l'année scolaire. Donc, il faut nécessairement qu'on retourne à l'école pour pouvoir quand même finir l'année scolaire. Pour ces activités essentielles et indispensables, la vie a repris. Mais qu'en est-il des lieux de culte à nos demandes, des lieux de culte et puis des églises? C'est vrai qu'on a vu aujourd'hui au Sénégal, par exemple, on a repris avec les lieux de culte et les mosquées ont repris. Alors, oui, au Bénin, les communautés chrétiennes ou les communautés païennes, en tout cas, réclament aussi, sont fatiguées aussi de rester quand même sans franchir le seuil des temples depuis pratiquement plus d'1 mois. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, par rapport quand on parle de lieux de culte, nous avons toujours des enfants dans nos couvents. Nous avons toujours des cérémonies qui se font dans les couvents vaudous. Je ne crois pas que quelqu'un ait le courage. Juste la personne a le courage. C'est vous qui le dites. Non, mais c'est Rami, vous le savez. Oui, mais bien sûr. Nous avons des enfants dans nos... Je suis d'accord avec toi, ça existe. Quand on dit lieu de culte, c'est... Il y a lieu de culte dans le lieu de culte. Oui, il y a lieu de culte dans le lieu de culte. C'est que... Non, je crois fondamentalement que lorsque on dit par exemple que on ouvre les écoles et que on laisse les lieux de culte fermés, je dis que c'est un paradoxe. Parce que vous savez, au niveau des lieux de culte par exemple, les gens sont beaucoup plus responsables, c'est les parents qui même accompagnés de leurs enfants ont déjà l'habitude au cours d'une célébration de bien veiller sur l'enfant pour permettre à leurs voisins de suivre la célébration. Et donc, on a des gens qui sont responsables, qui sont en mesure de respecter ce qu'on leur dira au niveau des lieux de culte. Et on laisse ces gens-là. On dit non. Au niveau des écoles... Encore que les regroupements ne sont pas permanents. Où il y a des trucs qui sont casés. Impossible. Et qu'on peut parler de respect, de distanciation, machin, de bord de table. C'est des trucs, parfois, c'est ridicule quand vous êtes enseignant, vous entendez ça. Ou quand vous avez été au moins à l'école. Oui, vous savez qu'il y a une autre table qui est juste à côté. Donc, quand on trouve souvent, l'autre aussi pousse, mais vous vous retrouvez donc ensemble. Donc, parfois, on sort des arguments qui, parfois, vous font rire aux éclats. Mais donc, je dis que, lorsqu'on a ouvert les écoles,
et on estime que les lieux de culte vont rester fermés. Je ne comprends pas cette logique qui non, mais c'est possible. Au niveau des églises surtout, ou de tout, lorsque les gens vont au niveau des lieux de culte, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais non, je ne veux pas être désobéissant dans la rue, et même être à l'église devant Dieu, être encore désobéissant. Non, ce qui fait que, lorsqu'à l'église, on dit de ne pas se serrer les mains, les gens sont respectueux de ces mesures. Mais dès qu'ils sortent, ils franchissent les murs, ils sortent au dehors dans la rue, il y en a qui disent, non, quel Covid, ils se tapent les mains et puis ils se saluent. Non, je parle fondamentalement. Merci Arnaud. Non, rapidement. Je dis rapidement. Juste quelques secondes. Voilà. Ce n'est pas possible d'ouvrir les lieux de culte maintenant. Moi, je suis musulman, par exemple. C'est vrai que nous sommes au mois saint du Ramadan. Et ce n'est pas évident, vu le caractère des offices. Ce n'est pas possible. Vu le caractère... Comment? C'est le rassemblement, c'est le regroupement. Oui, le regroupement. Ce n'est pas possible. Dans les écoles, ça se passe et c'est plus permanent. Non, mais non, il y a des jours justement. définis. Là, alors pourquoi aujourd'hui le gouvernement ne pense pas à mettre en place d'autres mesures pour permettre aux églises de reprendre? Mais vous savez, l'école, ne comparons pas l'école aux églises. L'église peut attendre, mais l'école ne peut pas attendre. C'est là la différence. L'église peut attendre. La mosquée peut attendre, le culte peut attendre. C'est pas essentiel. C'est-à-dire quoi? C'est pas essentiel. Non, mais oui, ils ne sont pas essentiels. Je dis, c'est quoi? Le musulman, ce n'est pas parce qu'on a fermé les églises et on a fermé les mosquées que le musulman ne prie pas. Moi, je continue de faire la prière avec ma petite famille à la maison. Mais la prière à la maison, mais le professeur, l'enseignant ne viendra pas. L'enseignant ne viendra pas. L'enseignant ne viendra pas à l'école. C'est autre chose. La prière à la maison n'est pas la même chose que la prière faite dans le temple. Oui, c'est la situation. Même le grand État islamique. Suivez-moi ici. Le grand État islamique au monde. Suivez-moi ici. Le grand État islamique au monde. À l'école, le risque est plus grand, plus élevé qu'au niveau de l'université. Merci Moustapha Bachola, promoteur de Afrique Média. En face de vous, c'est bien Arnaud Doumarou du groupe de presse Fraternité, Corneille Haïtienne, Monsieur Débat, Matin Toyissé, Denis Marouya, Chimène Claudia Adosso a assuré la réalisation. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres et bien sûr sujets.